Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Sarah Dutis-Martinez, je suis donc chercheuse en information et communication à l'Université de Namur en Belgique. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter ma communication que j'ai réalisée avec l'aide d'Anne-Sophie Collard, qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc ma communication s'intitule « Comment des acteurs traditionnellement issus des milieux sportifs intègrent-ils l'écosystème e-sportif belge ?» Alors pour commencer, je vais un petit peu vous présenter l'e-sport en fait en Belgique. Alors, si l'e-sport réunit désormais plusieurs centaines de millions d'amateurs dans le monde et génère des millions d'euros, tous les marchés en fait des différents pays n'évoluent pas forcément de la même manière à l'échelle planétaire. Et la Belgique est quand même bien en retard au niveau de l'e-sport, surtout si on compare par rapport au développement dans les pays voisins, comme ici en France ou en Allemagne. Pourtant, ce retard n'empêche pas en fait des acteurs, dont des acteurs issus des domaines sportifs, de s'y intéresser et de chercher à s'y intégrer. Alors, dans cette communication, lorsque je vais parler des acteurs traditionnellement issus des milieux sportifs, je vais parler à la fois de marques qui sont historiquement très impliquées dans les milieux sportifs. Je vais également parler de médias spécialisés dans le sport ou encore d'équipes sportives. Alors, le constat qu'il y a beaucoup d'acteurs sportifs qui sont présents dans le secteur e-sportif belge et qui sont intéressés par l'e-sport m'a amené à me poser une question qui est la suivante. Du coup, c'est le titre de ma communication. Comment des acteurs traditionnellement issus des milieux sportifs intègrent-ils l'écosystème e-sportif belge? Alors, pour répondre à cette question, je vais commencer par identifier en fait les acteurs issus des milieux sportifs qui participent activement à l'écosystème e-sportif belge. Je vais donc également cartographier l'écosystème e-sportif belge pour un peu identifier la place de ces différents acteurs et les activités qu'ils mènent dans l'écosystème. Cette cartographie, elle va s'inspirer d'autres cartographies qui ont été réalisées auparavant, comme celle de Nicolas Besombe ici, de Scholz ou encore Werder. Ensuite, je vais essayer de répondre à deux questions. Donc, quels sont les objectifs poursuivis par ces acteurs qui cherchent à s'investir dans l'e-sport en Belgique et quelles sont les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour y arriver. Alors, pour le cadre théorique, je vais donc partir des trois types d'acteurs qui vont m'intéresser. Donc, les marques de façon générale, parce que je n'ai pas forcément trouvé de littérature qui parlait spécifiquement de marques sportives. Je vais vraiment partir d'un cadre plus large. Donc, on va voir les marques dans l'e-sport, les équipes sportives et l'e-sport, et enfin les discours des médias dans l'e-sport. Donc, pour commencer avec les marques dans l'e-sport, on sait que l'e-sport s'est historiquement construit en fait sur base des revenus qui ont été générés par les annonceurs, par les sponsors, etc. Et c'est toujours en fait une source principale de financement pour le secteur. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que les marques investissent en fait dans l'e-sport, qu'est-ce qui les pousse à le faire? Eh bien, la réponse principale, c'est le public sportif, qui est donc composé majoritairement de jeunes hommes âgés entre 12 et 34 ans. Et donc, ces individus représentent les générations Y et Z qui sont des cibles clés pour ces marques et qui sont en fait réputées pour être particulièrement difficiles à atteindre. D'une part parce que ces individus sont méfiants envers les discours de publicité traditionnels et d'autre part parce ils ont des habitudes médiatiques hyper connectées, donc ils consomment beaucoup moins les canaux de communication traditionnels comme la télévision. Et donc, à travers les sports, en fait, les marques parviennent à toucher ces cibles. Alors, dans la littérature, on identifie 4 grandes méthodes d'investissement. Donc, tout d'abord, on retrouve des marques qui décident de diffuser l'e-sport, d'autres qui décident de créer leur propre structure, d'autres qui décident d'entreprendre une extension de marque. Et alors, on verra qu'en fait, cette stratégie, elle concerne surtout les équipes de sport. Donc, on pourra considérer en fait les équipes de sport comme des marques de par leur comportement dans le secteur e-sportif. Et enfin, on a des marques qui décident de procéder à une opération de sponsoring, que cette opération soit classique, c'est-à-dire simplement j'appose mon logo sur un support, sur un maillot, ou encore via des opérations de naming, c'est-à-dire une marque va donner son nom à une compétition ou à une équipe. Alors, pour ce qui concerne les équipes sportives et l'e-sport, voilà, je vais revenir sur un petit peu le principe d'extension de marque.
Donc en fait, c'est une stratégie qui va permettre au club de développer une nouvelle activité, autre que celle développée dans le sport plus traditionnel. Et généralement, les clubs font ça pour atteindre de nouvelles audiences, des audiences qui sont souvent plus jeunes que celles qu'ils atteignent via le sport plus traditionnel. Mais c'est également un moyen pour les clubs de voir leur possibilité de générer des revenus se diversifier. Alors, maintenant, dernier point, donc les médias sur l'e-sport. Alors, on constate une évolution des discours médiatiques sur l'e-sport. Avant 2010, lorsque les médias s'intéressaient, se penchaient sur la question de l'e-sport et plus généralement des jeux vidéo, c'était bien souvent pour parler des problèmes d'addiction et de violence. Et on constate une évolution positive depuis le début des années 2010. Alors même si ce sont des problèmes qui sont encore aujourd'hui évoqués dans les médias, on constate qu'il y a quand même à côté des discours beaucoup plus nuancés. Et cela est dû notamment à la légitimité culturelle qu'ont acquis les jeux vidéo au cours du temps, à la croissance exponentielle en fait du secteur e-sportif qui apparaît désormais comme un marché de masse. Et donc, l'e-sport se présente en fait comme une manière pour les médias d'atteindre des audiences plus jeunes. Alors, concernant ma méthodologie de recherche, j'ai axé ma méthodologie sur l'étude qualitative à travers différentes modalités. J'ai tout d'abord mené 22 entretiens semi-qualitatifs entre février et avril 2022. J'ai mené ces entretiens auprès de différents types d'acteurs impliqués dans le secteur de l'e-sport en Belgique, tant du côté néerlandophone que francophone. Alors, au niveau des marques, on retrouve par exemple Proximus, qui est un opérateur de télécommunications très important en Belgique et qui est très très impliqué sur la scène sportive. C'est vraiment un sponsor historique, notamment dans le football. On a Betfirst, qui est donc une marque de Paris. On a la Royal Belgian Football Association, qui dans ses activités a notamment l'équipe nationale de Belgique, donc les Diables Rouges. On a également le KRC Genk, qui est également une équipe de football belge. Puis j'ai également interviewé des médias comme la RTBF, qui est la radio-télévision belge francophone, des médias spécialisés comme Fut8 Apéro, qui est un média spécialisé dans FIFA, sur les sports dans FIFA, le quotidien généraliste, l'ADH, les sports, et alors, dernier type d'acteurs, des structures sportives, donc des structures qui construisent la majeure partie de leurs activités autour de l'e-sport. Donc on a Unlocked, par exemple, qui était encore jusqu'à très récemment Meta, Imperium, qui organise notamment tout ce qui est Louvre Game, et Kaiser. J'ai également complété mon étude qualitative par 3 observations directes. Donc j'ai réalisé un stage au sein de RTBF XP, qui est le média en fait gaming, e-sport et culture 2.0 de la RTBF. Donc j'ai fait ce stage de novembre à août 2021. J'ai également participé au salon Medinasia et Uplay en avril 2022. C'est un salon qui est dédié aux cultures asiatiques, mais qui dédie toujours en fait un pan de son salon aux jeux vidéo et à l'e-sport. Donc on retrouve des compétitions d'e-sport comme les Red Bull Solo Queue qui sont jouées en fait lors de ce salon. Et enfin, j'ai terminé mes observations par une journée chez Proximus en mai 2022 où j'ai pu en fait observer les locaux, les lieux de diffusion, d'enregistrement des compétitions, etc. Alors, voici les résultats. Donc ça, c'est ma cartographie de l'écosystème e-sportif belge. La cartographie a été une tâche assez fastidieuse parce que, comme on le voit, l'écosystème e-sportif belge est très complexe, comme un peu dans tous les pays, je suppose. Mais ce qui était particulièrement complexe ici en Belgique, c'est qu'on a une multitude d'acteurs issus de plein de domaines différents. Et ces acteurs revêtent bien souvent des casquettes, des rôles différents, et donc on les retrouve dans plusieurs bulles. J'ai identifié 4 grands pôles dans cet écosystème, donc les compétitions, les équipes, les médias et les marques. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans chacun de ces pôles, en fait, des acteurs issus des milieux sportifs. C'est ceux qui sont en bleu. Alors, je vais analyser de plus près en revenant sur les 3 types d'acteurs, donc marques, équipes sportives et médias, pour que vous voyez un petit peu comment est-ce que ces acteurs s'insèrent en fait dans cet écosystème et qu'est-ce qu'ils mettent en place pour s'y intégrer, comment est-ce qu'ils investissent. Alors, on va commencer par les marques. Donc, je vais reprendre ce qu'on a vu dans le cadre théorique. Donc, tout d'abord, on retrouve en Belgique des marques qui décident
de diffuser l'e-sport. Donc on a des marques comme Proximus qui, dans leur bouquet de télévision, ont une chaîne, notamment anglophone, eSport One, qui est dédiée à l'e-sport et qui va diffuser en continu des compétitions d'e-sport, du contenu sportif. Proximus diffuse également de l'e-sport à travers sa plateforme de diffusion Proximus Pix, qui est une plateforme un petit peu de diffusion sur Internet. Donc voilà, on retrouve du contenu sportif, mais également e-sportif sur cette plateforme. Et Proximus diffuse également des compétitions d'e-sport sur Twitch avec ces deux comptes. On a un compte néerlandophone et un compte francophone. Et donc, lors des compétitions, en fait, on a deux casteurs à chaque fois différents, des néerlandophones et des francophones, pour atteindre les différents publics. On avait notamment en 2021 la Belgian League qui a été diffusée sur cette chaîne, ou encore les FIFA e-Nation Series. Alors pour ce qui concerne la création d'une structure, je n'ai pas trouvé d'exemple en Belgique, donc d'une marque sportive qui a créé sa propre structure. Mais par contre, on a de nouveau des équipes sportives qui décident de procéder à une extension de marque. Donc on a par exemple le KRC Genk qui a également une équipe d'e-sport, la même chose pour les Diables Rouges, donc on a les e-Devils, etc. Et alors ce phénomène est particulièrement présent, donc ce phénomène d'extension de marque avec les équipes sportives est très présent en Belgique. Pourquoi ? Parce qu'en 2018, Proximus a lancé la Proximus ePro League qui cherche à reproduire sur la scène sportive l'écosystème de football professionnel existant. Et donc, cette compétition va programmer des compétitions e-sportives qui suivent le calendrier des affrontements du football traditionnel. Et donc, toutes les équipes, en fait, sont invitées à avoir des joueurs e-sportifs qui le représentent afin de pouvoir jouer à la fois sur le terrain et en ligne. Et donc, on a beaucoup d'équipes de football, du coup, qui ont investi dans l'e-sport pour avoir leurs joueurs de football FIFA. Mais on remarque également qu'il y a des équipes de sport qui ne se sont pas limitées à ça et qui ont également développé des équipes sur League of Legends, Counter-Strike ou encore Rocket League. Alors, pour faire un petit parallèle, toujours dans tout ce qui est extension de marque, on peut également parler des sociétés de paris qui cherchent à diversifier leurs activités en proposant désormais, pour la plupart, la possibilité aux amateurs d'e-sport de parier sur des compétitions d'e-sport. Alors, on a ensuite des marques qui vont entreprendre des opérations de sponsoring. Donc, on a de nouveau Proximus qui est vraiment très intégré dans le paysage sportif belge, qui entreprend des opérations de naming. Et donc, comme je disais précédemment, on a notamment la Proximus ePro League sur FIFA. On a également l'ESL Proximus Benelux Championship sur Counter-Strike. Donc, on voit vraiment que la marque sponsorise activement des compétitions d'e-sport. Mais j'ai également trouvé, en plus du sponsoring classique et du sponsoring par le naming, une nouvelle stratégie de sponsoring ici dans le paysage belge, c'est-à-dire qu'on a des marques qui vont venir prendre en charge le prix de la compétition, qu'il soit financier ou matériel, et du coup on retrouve des marques comme BetFirst qui vont prendre en charge le cash prize d'une compétition telle que la DH Community Cup. Alors ensuite on a deux nouvelles stratégies que je n'ai pas développées dans le cadre théorique. Donc on a des marques qui décident d'organiser leur propre compétition. Donc là on retrouve vraiment des marques qui sont des acteurs très actifs dans cet écosystème, qui ils sont presque ils y sont intrinsèques, c'est-à-dire qu'ils participent concrètement au développement de l'écosystème en Belgique. Et donc on a, je l'ai cité, Proximus qui est à l'initiative en 2018 de la compétition Proximus ePro League sur FIFA. On a également l'agence Sportizone, qui est une agence spécialisée dans le marketing et l'événementiel dans tout ce qui est sport et mode de vie actif, qui a racheté en 2022 la plateforme Kaiser, qui est une plateforme d'e-sport qui organisait vraiment des compétitions. Et donc l'agence Sportizone a maintenant un pied également dans l'organisation de compétitions. Et alors la dernière stratégie que j'ai identifiée pour les marques, ce sont des marques qui créent du contenu. Et donc, on se retrouve avec des marques de nouveau Proximus ou BetFirst qui ont vraiment développé des blogs d'actualité sur l'e-sport. Et donc, ils vont poster presque quotidiennement des articles qui suivent l'actualité e-sportive, que ce soit en Belgique ou non, en reprenant tous les codes journalistiques. Donc, on se retrouve vraiment avec des marques qui proposent un contenu d'actualité sur l'e-sport et
qui ont même parfois des comptes sur les réseaux sociaux qui sont dédiés à l'e-sport. Par exemple, Proximus a un compte Instagram qui s'appelle Proximus eSport, où il relaie l'activité e-sportive. Alors, pour passer aux médias, donc on retrouve aux côtés des médias spécialisés comme Fut Fut Apéro ou encore l'Anarea, des médias généralistes, des médias grand public qui vont s'intéresser à l'e-sport. On a par exemple la RTBF, mais on a également des médias qui sont très axés sport, comme l'ADH, les sports, ou encore VRT à travers son label Sportza. Donc VRT, c'est comme la RTBF, mais c'est le penchant flamand, qui vont vraiment couvrir l'actualité e-sportive, parce qu'ils considèrent que l'e-sport fait désormais partie du domaine sportif. C'est comme une extension à couvrir, il ne faut pas passer à côté. Alors, on retrouve du coup au niveau des médias des stratégies qui peuvent être similaires à celles adoptées par les marques. Donc, on a des médias qui couvrent l'actualité, donc qui créent du contenu sur l'e-sport. On a également des médias qui créent des compétitions, qui organisent leurs propres compétitions. C'est le cas par exemple de la RTBF avec les RTBF XP Online Sessions, mais également de la DH Les Sports qui a créé en partenariat avec Meta, ou maintenant qui est Unlocked, la DH Community Cup. Donc on a vraiment des médias qui sont à l'origine de compétitions au même titre qu'une structure qui fait que de l'e-sport. Et on retrouve également des médias qui vont sponsoriser des compétitions d'e-sport, et donc de nouveau la DH en est un exemple. Lors de mon passage à la Medinasia, j'ai constaté que la DH était sponsor de deux compétitions qui s'y déroulaient, les RTBF XP Online Sessions, mais également la compétition de réalité virtuelle VRE. Et donc, on constate que les médias copient un petit peu les marques, adoptent vraiment des comportements similaires à ceux des marques pour intégrer le paysage e-sportif. Et alors, donc, voici un petit résumé de mes résultats. On a compris comment est-ce que les acteurs traditionnellement issus des milieux sportifs intégraient l'écosystème e-sportif belge à travers cet écosystème-ci. Donc on voit qu'ils sont vraiment intégrés à tous les niveaux, partout, et qu'ils participent activement à cet écosystème. Quelles stratégies mettent-ils en œuvre? Donc là, ce sont des stratégies qui sont valables à la fois pour les marques, les équipes sportives que j'ai considérées comme des marques, et les médias. Donc on a des acteurs qui vont soit diffuser l'e-sport, soit créer leur propre structure, soit entreprendre une extension de marque, soit procéder à une opération de sponsoring, organiser leur propre compétition, ou encore créer du contenu. Et alors au niveau des objectifs que ces acteurs poursuivent en intégrant l'écosystème e-sportif, trois éléments sont beaucoup revenus dans les discours que j'ai pu récolter. Tout d'abord, on a une volonté d'atteindre des publics plus jeunes. Ensuite, on a une volonté de développer une activité numérique. Et enfin, on a vraiment des acteurs qui se montrent complètement désintéressés par l'aspect financier et qui se disent vraiment être là pour promouvoir et soutenir le développement de l'e-sport en Belgique. Alors, pour conclure, on se fait donc face en Belgique à un écosystème complexe avec des acteurs sportifs impliqués à tous les niveaux. C'est également un écosystème en constante évolution. On a par exemple, depuis octobre, deux des équipes les plus professionnelles en Belgique, Sector One et Lowland Lions, qui ont cessé leur activité par manque de rentabilité, en fait. Et on constate également, même au niveau des droits de diffusion, des compétitions, tout change presque mois par mois. Et alors, moi, une des perspectives de recherche que j'avais, c'est que au cours de mon enquête, j'ai pas mal d'acteurs, de structures en fait, qui n'étaient spécialisées que dans les sports, qui ne faisaient que de l'e-sport, qui ne voyaient pas forcément d'un bon œil le fait que des acteurs issus de milieux sportifs venaient un petit peu dans l'e-sport avec leur compétition, en se présentant vraiment comme des acteurs e-sportifs et en faisant de l'e-sport comme ils font du sport. Et donc, voilà. Merci pour votre attention.